Donc, nous sommes dans le cadre de la Foire du Livre 2021 avec Manon Fargeton. Manon Fargeton, une auteure prolifique de romans pour la jeunesse, beaucoup de romans d'imagination. Mais Manon n'aime pas les biographies, nous dit-elle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de toi, Manon ? Qu'est-ce qu'on peut dire de moi ? Que j'écris depuis longtemps des romans. Le premier est sorti en 2006, donc ça commence vraiment à dater. Et puis que j'ai été pendant 10 ans régisseuse lumière pour le théâtre, mais que je ne fais plus qu'écrire maintenant. Tu vis ça y est. Tu vis de ton écriture. Et j'ai arrêté au bon moment, parce que j'ai arrêté en décembre 2019. Donc là, tous les copains qui sont dans les théâtres galèrent bien, et j'ai arrêté au bon moment. Voilà. Et donc ça veut dire que tu as bien écrit pendant le confinement et qu'on peut attendre des merveilles. Alors j'ai eu des confinements surréalistes, mais j'ai quand même bien écrit pendant l'année, ouais. Formidable. Donc ici aujourd'hui, on va se centrer sur les 2 romans que tu as publiés chez Gallimard Jeunesse. Donc tu as été chez plusieurs éditeurs, des éditeurs pour la jeunesse bien sûr, tu as écrit pour les plus jeunes aussi, ouais. Pas seulement pour... Je continue d'ailleurs. Ah, c'est une très bonne nouvelle. Et puis pour les plus grands, d'ailleurs ici, moi je trouve qu'on est vraiment à la croisée des genres avec ces romans-là. Donc on va peut-être commencer par À quoi rêvent les étoiles. Et tu pars dans À quoi rêvent les étoiles, tu pars comment on appelle ça, une théorie, la théorie des 6 degrés de séparation. Voilà. Ouais, qui est une théorie sans être une théorie, parce que c'est inventé par un romancier, en fait. Oui. Donc c'est pas une théorie très théorique. Si on parlait d'abord, si on disait ce que c'est la théorie des 6 degrés de séparation. La théorie des 6 degrés de séparation, donc c'était dans une nouvelle, il y a un écrivain qui a imaginé que on était tous reliés les uns aux autres sur la planète par maximum 6 degrés de séparation. C'est-à-dire en tenant la main de quelqu'un, et puis de quelqu'un d'autre, et puis de quelqu'un d'autre, on arrive à quelqu'un qu'on connaît. Et puis cette personne connaît quelqu'un d'autre. Physiquement. Ouais. Une personne que je connais, qui connaît quelqu'un d'autre, qui connaît quelqu'un d'autre, qui connaît quelqu'un d'autre, et ben on arrive avec 6 degrés comme ça à la personne la plus éloignée de nous possible. D'accord. C'est ça sa N'importe théorie. Laquelle. Alors c'est sa théorie. Après, c'est une théorie qui, du coup, a trouvé une résonance contemporaine dans les réseaux sociaux, puisqu'on a pu se rendre compte un peu de si c'était vrai ou pas. Et en fait, il semblerait que ce soit encore moins que ça. Il suffirait de 4 à 5 personnes pour rejoindre la personne la plus éloignée de nous. Ouais. Et donc ici, dans À quoi rêvent les étoiles, on a 5 personnages. Ouais. Et on a 6 degrés qui les séparent. Un peu moins que ça, en fait. Un peu moins que ça, hein. Oui. Mais oui, je pense qu'ils sont très loin les uns des autres. Mais j'avais vraiment envie de cette idée je suis partie de l'idée de constellation pour À quoi rêvent les étoiles. C'est dans le titre. Cette idée que les êtres humains forment comme des constellations justement en se reliant les uns aux autres à la surface de la Terre, et donc j'avais envie de créer, de mettre en évidence une constellation alors qu'ils ne savent pas qu'ils sont reliés au départ, mais en fait ils le sont. Ah oui, et ils forment, nous le lecteur, on sait déjà à peu près le dessin qu'ils forment. C'est ça. C'est vrai nous on sait qu'ils se connaissent, et puis eux, on va les découvrir petit à petit. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est que on les découvre eux petit à petit, mais en parallèle avec notre découverte à nous, eux-mêmes se découvrent et découvrent d'eux quelqu'un qu'ils connaissent pas forcément au début du roman. Alors on peut peut-être parler de chacun un tout petit peu pour donner envie d'entrer dans le roman. Donc on a d'abord Titouan. On a Titouan et on a Luce, qui sont les 2 premiers qui sont arrivés moi dans mon écriture. Oui. C'est parti. Alors eux, ces personnages, c'est parti d'un article de journal que j'ai lu. Qui racontait qu'on a du mal à effacer dans les répertoires de nos téléphones les numéros de téléphone de personnes décédées. Parce qu'on a presque l'impression de les tuer une 2e fois, enfin voilà. Et voilà. Et donc on les garde dans nos répertoires, sauf que ces numéros de téléphone, quelques mois plus tard, sont réattribués à quelqu'un d'autre, qui achète un téléphone par exemple, un jeune adolescent. Bien sûr, en moyenne au bout de 6 mois. Ah oui, mais ça peut être au bout de 3 ans, parfois, ça dépend. Mais en général, c'est assez court, ouais. Et donc on a dans nos téléphones portables les numéros de personnes qu'on ne connaît pas, qui sont associés à quelqu'un qu'on connaissait, mais qui au final, si on appelle, arrivent sur le téléphone de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc je suis partie de cette idée-là, et je me suis dit ok, donc je vais avoir un jeune adolescent qui a acheté son téléphone donc il y a pas très longtemps, et lui il a décidé qu'il sortait plus jamais de sa chambre, plus jamais de son lit, parce que dans sa chambre il est bien, et il trouve que l'extérieur est beaucoup trop violent.
Et donc il refuse ce jeu social en fait. Il veut plus sortir. C'est un personnage très très touchant, Titouan, si je peux me permettre. D'abord, il y a une très jolie dédicace qu'on va pas divulgacher parce que ça rajoute quand on la lit avant de plonger dans le roman. Mais il est passionné de jeux vidéo, il est passionné de Lego. Lego, et ouais. je trouve que là, je parle aux adultes qui lisent le livre, parce qu'on est aussi souvent des adultes à lire la littérature pour ados. C'est intéressant pour éclairer nos adolescents, de comprendre comme ils sont parfois écartelés entre une très très grande maturité et puis une part d'enfance qu'on n'a pas envie de lâcher. Mais après tout, est-ce qu'il faut lâcher la part de l'enfance ? Moi, je connais plein de gens de 50 ans qui ont une cave remplie de Lego. Hein. On n'est pas obligé de la lâcher. Cette part-là, heureusement. Mais ouais, donc Titouan, il est dans sa chambre. Et il a le monde au bout des doigts, donc ordinateur, téléphone, tout ça. Et un jour, il reçoit un SMS un peu bizarre, avec tous les mots sont collés. Pas d'espace. Pas d'espace, pas de ponctuation, pas de majuscule, très bizarre. D'un numéro inconnu, évidemment. Et au départ, il se dit bon bah c'est bizarre, mais il capte pas quoi, il fait pas attention. Et puis d'autres messages arrivent, et il comprend en fait avec ces messages que la personne à l'autre bout est en train de s'adresser à un mort. Et il comprend surtout qu'elle va pas bien du tout, qu'elle est sur le point de faire une bêtise, et il décide, dans l'urgence du moment, de répondre en se faisant passer pour le mort. Et donc un dialogue se noue comme ça, et effectivement de l'autre côté c'est Luce. Luce qui est une vieille dame qui a perdu son mari 2 ans plus tôt. Et là aussi, avec Luce, au départ, on pense que c'est une vieille dame qui a perdu son mari, qui est vraiment pas moderne. On pense que Luce n'est pas moderne. Et oui. Parce qu'elle sait pas envoyer un texto, elle sait pas faire les espaces. Ouais. Et puis, petit à petit, on va découvrir. Et ça, c'est quelque chose qui va nous suivre tout au long du roman. J'ai envie de dire des romans. C'est, on a d'abord une façade, on a un carcan, on croit voir quelque chose, et puis petit à petit, le personnage va se construire derrière. Donc, Luce, vous dites... Oui, Luce, en fait, moi j'aime bien travailler à partir de clichés, et puis retourner le cliché. Voilà. C'est-à-dire, effectivement, au départ, on a cette façade, on a cette... c'est comme quand j'ai des personnages qui sont des collégiens, je vais aller m'amuser à prendre des archétypes, par exemple, d'adolescents, la star de l'établissement, le sportif, le geek, et puis je m'amusais à retourner le truc derrière, à montrer qu'en fait, on est tous beaucoup plus vastes que ça. Et donc, on va peut-être pas dire. Donc non, on va pas dire, évidemment, Parce on va pas dire. Luce, Non, c'est un retournement de situation qu'on ne va pas révéler. Et puis, en parallèle de ça, donc il y avait ces 2 personnages-là qui étaient un peu dans une immobilité, puisqu'on en a un qui sort pas de chez lui, on en a une qui est dans son deuil et qui arrive pas à faire son deuil, qui sort très peu aussi. Voilà. Donc vraiment au strict minimum d'échanges avec les autres. Et j'avais besoin d'un contrepoint à ça qui seraient des personnages qui bougent, qui sont dans la vie, qui bougent, qui sont actifs, qui ont des envies, des rêves, voilà. Et ça a été les 3 autres personnages du roman. Donc Alix, qui est une adolescente qui rêve de devenir comédienne, qui est en train de préparer des concours aux écoles de théâtre. Oui. On a son père, Armand, qui a élevé Alix seul. Et puis, papa poule, un papa poule. Poulailler, j'ai envie de dire. Oui. Et tout. Voilà, il a construit. Le coq et tout. Il a vraiment construit sa vie autour de sa fille. Un papa génial aussi, hein. Oui. Mais un peu envahissant quand même. Ouais. Et le dernier personnage, c'est la prof de théâtre d'Alix. Et elle, je me suis un peu amusée parce que j'ai carrément écrit ces séquences. Oui, voilà. Ouais, toutes les séquences qui sont dans son point de vue à elle sont écrites comme une pièce de théâtre. Comme une pièce de théâtre avec les dialogues, le nom du personnage qui parle, les didascalies, tout ce qu'il faut. Et ça aussi, ça ajoute évidemment à l'originalité du roman. Et puis alors, on a tous ces... Bon, ben voilà, on a nos 5 degrés. Allez, on va dire 5 degrés de séparation. Ils sont tous éclatés, puisque c'est une constellation, mais petit à petit, évidemment... Ah oui, parce que Titouan joue en ligne à un jeu vidéo avec Alix, par exemple. Ils se connaissent pas en vrai, mais ils se connaissent en virtuel. Lix, dans le monde virtuel, effectivement. Ils ont des liens comme ça qui sont pas forcément évidents au départ. Je trouve que... Donc, ils pensent, ça c'est pas beaucoup divulgaché de dire qu'ils pensent qu'Alix,
qui s'appelle Lix dans le monde virtuel, est un garçon. Ouais. Et Alix, évidemment, elle dément pas parce que pour des raisons X et Y, ça l'arrange. Et là aussi, je trouve qu'on est de nouveau dans la façade, mais là, c'est vraiment la façade que soi-même on construit pour soi-même. Ah oui, le virtuel permet ça, l'avatar. Oui, mais dans la vie aussi. Oui, oui, On bien sûr. construit nos façades, même si on se voit. Après tout, on dit ce qu'on veut bien dire. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup apprécié dans le roman. Aussi, quelque chose que je trouve particulièrement intéressant, c'est que les âges des personnages sont divers ici et dans l'autre roman dont on va parler. Donc, si on calcule l'éventail, on va de... De 14-15 ans, 15 ans, jusqu'à une vieille dame, effectivement, qui a plus de 70 ans. Moi, c'était vraiment le projet que j'avais quand je suis arrivée chez Gallimard Jeunesse, en fait. J'ai un autre éditeur jeunesse qui est Rajo, chez qui j'ai fait des romans pour les plus jeunes ou pour les ados. Oui. Et quand je suis arrivée chez Gallimard Jeunesse, donc avec l'autre roman dont on va parler après, avec 10 jours avant la fin du monde, moi je me suis vraiment dit, ok, je vais pas faire la même chose que ce que je fais chez Rajo, parce que je vais continuer à travailler avec Rajo, et voilà, je peux pas faire la même chose chez vous. Donc qu'est-ce que je fais chez vous? Et le projet, ça a vraiment été de se dire, ok, je vais faire des romans passerelles ado-adultes, avec des voix ados qui s'entremêlent à des voix adultes, justement. J'avais cette envie-là de faire dialoguer les générations et qu'on ait leur point de vue vraiment. Pas juste que ce soit des personnages du roman, qu'il y ait aussi des adultes dans le roman, mais qu'on ait vraiment leur point de vue aussi. Et je me suis rendu compte, j'en étais pas tout à fait sûre quand j'ai commencé, je me suis rendu compte qu'en fait les ados, les retours de lecture d'ados que j'ai eus, c'était vraiment, on a adoré se projeter aussi dans des personnages adultes et j'ai vraiment eu ce retour-là très très fort, donc j'étais assez contente de ça, de pouvoir montrer l'autre côté du miroir aux ados aussi et aux adultes qui lisent du coup pas mal ces romans-là aussi. Et en faisant ça, tu casses complètement les clichés parce que une des règles tacites de la littérature jeunesse ou de la littérature de passage pour les adolescents, c'est de dire il faut que le héros ait ou prou le même âge que le lecteur. Ces dernières années, cette frontière-là se floute énormément. La frontière entre littérature grands ados comme ça et littérature adulte, elle est de plus en plus poreuse. Enfin, oui, et c'est très bien comme ça. Il y a de plus en plus, je vois de plus en plus d'adultes qui vont piocher au rayon ado et qui viennent dans le salon du livre me faire dédicacer des livres ados sans dire c'est pour mon fils, mais en disant c'est pour moi. Donc ça c'est beaucoup plus assumé aujourd'hui. Et il y a plein de livres qui sortent en adulte qui pourraient sortir en ado, plein de livres qui sortent en ado qui pourraient sortir en adulte. 10 jours avant la fin du monde, c'est rigolo parce qu'on a fait une reprise poche et la reprise poche est double. Il est en poche, il est sorti à la fois en jeunesse et en adulte. Ce que Gallimard fait maintenant de plus en plus régulièrement. Mais parce qu'il y a plein de livres qui s'y prêtent en fait. Je pense que le premier qu'ils avaient fait comme ça, c'était Junk, non, de Melvin Burgess. Peut-être. Alors je sais qu'il y a les livres de Clémentine Beauvais maintenant, où c'est comme ça. Christelle Dabos. Christelle Dabos. Il y a aussi Vincent Villeminot. Enfin voilà, il y a plusieurs auteurs. Voilà. Croisée des mondes, sortis comme ça. Les Bottero à l'époque aussi. Oui. Ouais. Mais si je me trompe pas, Junk, ça a été le c'est bien possible. De Melvin Burgess. Oui, voilà. Et donc, voilà, nos 5 personnages. Je pense qu'on va pas trop en dire plus. Parce il faut pas. J'avais envie de dire, il faut les laisser vivre. Des fois que ça change leur histoire là dans le livre. Mais surtout, il faut laisser à ceux qui ont la chance de ne pas l'avoir encore lu la possibilité de découvrir toutes les finesses, tous les entrelacements du roman et les destinées de ces 5 formidables personnages. Donc là, on va passer au roman suivant. Qui en fait est le roman précédent. Qui est le roman précédent, de fait. Pourquoi j'ai fait ça, les lire à l'envers? Parce que peut-être que c'est le dernier que tu as lu ou le premier que tu as lu. Oui, de fait, j'ai lu celui-là, mais j'avais vu que c'était le dernier. Je pense que c'est parce que je me suis dit que si tu rencontrais des classes ici, dans le cadre de la foire du livre, ça allait probablement être autour du dernier. Donc, j'ai d'abord lu le dernier en me disant, voilà, comme ça sera pour les classes. Et puis le précédent qui le suit. Enfin bon, bref. 10 jours avant la fin du monde. Mais on va sûrement nous inventer une histoire à propos de temps qui se tord. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc celui-ci, 10 jours avant la fin du monde. On est de nouveau dans le roman choral. Ouais. Donc on va suivre des personnages. Ici, on en suit encore plus. 6.
6. Ouais, dont on a les points de vue. Il y en a un peu plus, mais il y en a 6 dont on a les Voilà. points de vue. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose, avant de parler du roman, que je trouve impressionnant avec toi, Manon. Parce que, franchement, moi, j'avoue, j'aime bien le roman choral. Je trouve que c'est une chouette approche, mais c'est pas toujours facile, hein. On peut assez facilement se perdre entre les personnages, les destinées, et toi, je sais pas comment tu arrives. Eh ben, on ne se perd pas. Il y a plein d'astuces possibles pour pas qu'on se perde. Mais c'est vraiment mon écriture naturelle. Le fait d'avoir plusieurs points de vue qui s'entremêlent, c'est vraiment c'est vraiment mon écriture naturelle. C'est comme ça que je pense mes histoires. C'est comme ça que j'aurais du mal à écrire un roman où il y a qu'un seul point de vue. D'accord. Peut-être que c'est aussi, je me demande, peut-être que, contrairement à d'autres romans chorales, chez toi, on est assez vite fixé sur certains des liens entre les personnages. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres romans. Et donc, ça permet, en tout cas moi, ça m'a permis une cartographie dans la tête. Ah oui, mais elle, c'est la femme de lui, et voilà. Et donc, ben, voilà, à propos de ces personnages-là, eux, ils sont très mal embarqués. Donc, dans À quoi rêvent les étoiles, au départ, oui, d'accord, il y a Titouan qui sort pas de sa chambre, et il y a Luce qui va pas bien du tout. Mais ici, c'est, comment dire, c'est le monde entier qui va pas bien. Bah oui, c'est la fin du monde, donc forcément. 2 lignes d'explosion. Ouais, il y a 2 lignes d'explosion qui apparaissent sur une ligne qui va une ligne au départ, qui va du pôle Nord au pôle Sud en passant par la Nouvelle-Zélande et un petit bout de la Russie. Ouais. Cette ligne se scinde en 2 et commence à grignoter la Terre mètre après mètre. Et évidemment, on n'a plus aucune nouvelle de ce qui s'est passé là où il y a eu les explosions. Personne peut accéder, tout est a priori détruit. Les quelques images qu'on voit, tout est détruit. Et donc, des scientifiques font des calculs, évidemment, et ils déterminent que si ces 2 lignes d'explosion continuent à avancer à la même vitesse, elles se rejoindront de l'autre côté du monde, 10 jours plus tard, sur une ligne qui, cette fois, passera par un bout de l'Angleterre, un bout de la France, voilà, un bout de l'Espagne, un bout de l'Afrique. Voilà. Et évidemment, dans tout le monde... 239 heures. C'est ça, dans 239 heures. Et donc, évidemment, tout le monde se rue vers cette ligne qui est un peu la dernière frontière des survivants, en espérant que quelqu'un trouve un moyen d'arrêter ces explosions avant qu'elles arrivent là. Oui. Voilà. On espère qu'on va les arrêter. On espère que... Mais dans le doute, on sait qu'il nous reste, en tout cas les personnages savent qu'il leur reste 10 jours à vivre. Et donc, comme dit la première phrase de la 4e de couverture, et vous, que feriez-vous s'il ne vous restait que 10 jours? Et évidemment, les personnages se posent la question. Nous, les lecteurs, on se pose la question. Je suppose que toi, quand tu as écrit le livre, c'était la question principale que Et ouais, ça pose... Enfin, moi, cette histoire d'explosion, c'est un prétexte, en fait, pour moi, à jeter mes personnages sur la route et à les faire se rencontrer. Et c'était vraiment cette idée de s'il nous reste 10 jours, qu'est-ce qui se passe? Avec qui on les passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va faire des trucs extraordinaires qu'on a toujours rêvé de faire, ou est-ce qu'au contraire on va se dire j'ai peut-être toujours rêvé de le faire, mais si je l'ai jamais fait, c'est que c'était pas si important, et ce qui est important pour moi, c'est pas ça. J'arrête peut-être de me battre. Oui, et du coup, j'ai envie de passer ces 10 jours avec telle personne. Est-ce que des couples se défont parce que en fait ces 10 derniers jours, c'est pas avec cette personne-là que j'ai envie de les passer? Est-ce que voilà, ça précipite plein de choses. Et ça, voilà, c'est vraiment ce qui m'intéressait. J'avais envie d'être dans cette idée des masques qui tombent. Voilà, il nous reste 10 jours, maintenant on va être vraiment nous-mêmes, quoi. Et donc, qui on est quand on est vraiment nous-mêmes? Et est-ce qu'on accepte d'être vraiment nous-mêmes? Voilà, c'est aussi une grande question. Et pour celui-ci aussi, tu es partie d'abord de... Comment est née l'histoire aussi d'un ou 2 personnages? Non, alors celui-là, il a une histoire un peu particulière parce que j'ai écrit une première version de cette histoire 10 ans avant la sortie du roman. C'est-à-dire entre mon premier et mon deuxième roman, en fait. Oui. Sauf que c'était pas abouti, ça fonctionnait pas. À l'époque, c'était pas des lignes d'explosion comme ça, c'était des explosions qui arrivaient un peu n'importe comment. Oui, donc il y avait pas tous ces personnages, il y en avait qu'une partie. Très clair.
ici. Et donc j'avais mis ça de côté et puis j'étais partie sur d'autres choses, d'autres romans qui sont sortis par la suite. Puis cette histoire revenait dans ma tête, ces personnages revenaient, d'autres personnages apparaissaient, d'autres éléments de scénario arrivaient. Voilà, il y a eu ce moment où à chaque fois que je voyais une photo, ça m'y faisait penser. À chaque fois que je voyais un film, ça m'y faisait penser. À chaque fois que j'écoutais de la musique, ça m'y faisait penser. Et donc quand il y a tout ça qui, voilà, c'est à un moment donné, tu te dis bon, il faut que je m'y remette. Mais 10 ans plus tard, je vais pas retravailler ce que j'ai écrit, c'était pas possible. Et puis t'es plus la même. J'étais plus la même, j'avais évolué dans mon écriture, j'avais aussi donc d'autres idées qui étaient arrivées, d'autres envies, et donc je me suis dit bon bah je repars de zéro. Je repars de zéro, et j'ai tout réécrit, mais j'avais envie de garder une trace de cette double écriture. Donc dans le roman, tu me vois venir là ou pas? Tout à fait. Ouais. Moi, je divulgue. Voilà. Dans le roman, il y a un personnage qui s'appelle Gwenaël et qui est romancier. Écrit un roman. Et qui veut terminer son roman avant la fin du monde. Alors soyons clairs, moi c'est pas du tout ce que je ferais. Mais lui... Ah oui, voilà. C'est ma question suivante. Ah oui, alors pas du tout. Mais lui, il veut terminer son roman 10 jours avant la fin du monde. Enfin, dans ces 10 jours avant la fin du monde, même si personne ne le lira. Et son En roman... même temps, il met quand même des pressions pour qu'on le lise. Hein. Oui, bien sûr. Et puis son roman a presque un aspect prophétique. Du coup, il y a beaucoup d'échos avec ce qui se passe dans la réalité. Et donc, il y a des extraits du roman qu'il est en train d'écrire qui sont insérés dans la narration. Et en fait, ces extraits-là, c'est des extraits de ce que j'avais écrit il y a 10 ans. Ok, voilà. L'explication. C'est amusant parce que je me disais justement, ah oui, on sent que c'est écrit, que ça... Enfin, je sais pas comment dire, on sent que c'est pas écrit pour la circonstance, que c'est quelque chose qui vient de quelque part. Voilà. Okay. Et donc, mais c'est intéressant, ce personnage qui se dit... C'est voué à rien. C'est voué à rien, puisque de toute façon, dans 10 jours, 9 jours, 8 jours, 10 heures, même une demi-heure avant, il écrit pratiquement encore. Ouais, mais ça le dépasse, en fait. Il y a quelque chose qui le dépasse et qui là, pour le coup, est beaucoup plus vaste que la nécessité qu'on peut avoir à écrire un livre quand on est romancier. Il y a une notion de fantastique, là, qui arrive et qui presque le force à écrire. Il doit écrire parce que ce qu'il écrit... Oui, c'est ça. Est-ce que la littérature sauve le monde? Exactement. On est dans la parabole. Ouais. Est-ce que la littérature sauve le monde? J'espère. Ça serait bien. Est-ce que les personnages sauvent le monde? On va peut-être parler aussi un petit peu des autres personnages. Ouais. Celle qui met un peu tout en mouvement, c'est Liliane, qui, elle, veut rejoindre sa famille, qui est sur la côte bretonne atlantique par là-bas. Et donc sa sœur est là-bas, dans la maison familiale. Ses parents sont malheureusement en vacances à un endroit où les explosions ne vont pas tarder. Mais sa sœur, avec sa nièce et son mari, sont là-bas. Donc elle veut rejoindre sa frangine. Et elle va trouver un chauffeur de taxi qui accepte de l'emmener. Brahim, donc il fait partie de ces personnages aussi. Lui, il a personne là en France donc il a décidé d'aider les gens à se retrouver. Voilà. Donc Brahim emmène Liliane et puis il y a une rencontre avec un autre personnage aussi, Valentin, qui se fait assez rapidement dans le début du roman. Valentin, lui, alors il a une histoire un peu particulière que je vais pas trop dévoiler, évidemment, mais en tout cas, il a un rapport très fort avec sa mère qui est au début du roman dépressive, qui va pas bien du tout, est-ce que je le dis ça? Non, je le dis pas. Et bon, il est dans ce truc-là où lui, il a envie de vivre ces 10 jours avec sa mère, au départ. Il croit qu'il a envie. Il croit qu'il a envie de ça. Ou qu'il doit, ou que... Oui, ça aussi, c'est important. Bien sûr, qu'il y a une forme de... voilà, elle a toujours été là pour lui, et donc lui, pendant ces 10 jours, il va être là pour elle. Beaucoup étaient là pour elle. Ouais, c'est ce qui... Voilà, il pense qu'elle a besoin de lui, et donc il va être là. Mais c'est ça aussi, tout l'intérêt de ce roman et de l'autre, c'est presque la divergence des points de vue de lecteurs, évidemment, sur la même situation. C'est que nous, on est nourris de nos vécus. Et donc, on se dit, moi, j'ai
presque envie de dire, allez, lâche ta mère, quoi, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis, toi, tu vas peut-être penser, non, tiens-lui la main, parce que une maman, c'est une maman. Et les deux sont vrais, et les deux sont importants. Et c'est ça que je trouve qui est très riche dans ce roman, dans l'autre roman. Et en t'écoutant, j'ai dit, ah oui, une mère qui va pas bien, qui est fragile, et ça fait tout de suite écho à l'autre roman. Et en fait, moi, c'est ça qui me touche dans tes univers, c'est que en même temps, on est dans deux histoires totalement différentes, il y a rien à voir, mais à la limite, on pourrait prendre un personnage de l'un et le mettre dans l'autre et les interchanger, non pas qu'ils soient interchangeables, mais on sent que c'est le vrai monde et que c'est la vraie réflexion. Le vrai regard sur le monde. Oui, après c'est toujours quand on imagine une histoire, c'est toujours quel personnage va être le plus à même de raconter de raconter cette histoire-là. Voilà, avec quel personnage je vais pouvoir raconter cette histoire-là. Donc quand je construis, alors je construis jamais un personnage tout seul, mais quand je construis mon réseau de personnages là, pour raconter mon histoire, c'est vraiment à ça que je me pense. Ouais, ok. Je cherche les meilleurs véhicules possibles pour raconter ce que j'ai envie de raconter. D'accord. Aussi, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans 10 jours avant la fin du monde, c'est que souvent ces récits sont désespérés et désespérants. Et je pense à Sa Majesté des Mouches, à des histoires comme ça, où quand on a le groupe, c'est pire que tout. Et en fait, ici, tu dépeins aussi le beau de l'humain. Pas que, mais aussi le beau de l'humain. Bah, dans 10 jours avant la fin du monde, on est quand même avec des personnages, effectivement, qui sont plutôt du côté lumineux de la force, on va dire. On voit, ils traversent des endroits où il y a de la violence, du pillage. Voilà. Eux, ils sont plus, ils vont se mettre plutôt dans une petite bulle entre eux, en fait. Ils vont être assez à l'abri de tout ça, d'une certaine manière. Ils vont passer En fait, j'avais envie d'une fin du monde intimiste. Et presque bienveillante. Oui, peut-être. Je sais pas, ça, je me rends pas forcément compte. Oui. En tout cas, j'avais envie d'une fin du monde où, même en 10 jours, des personnages peuvent encore évoluer et découvrir qui ils sont. Voilà. C'est un beau message. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, on peut évoluer, jusqu'à la fin, on peut s'ouvrir aux autres. Ah bah oui. Je pense que si on croit pas à ça, ça devient triste, non? Ah, je pense qu'il y en a qui ne croient pas à ça, Manon. Mais donc, merci de nous aider à y croire. En tout cas, c'est 2 très, très beaux romans. 10 jours avant la fin du monde et À quoi rêvent les étoiles. Alors, moi, j'ai toujours une petite question personnelle que j'aime bien poser aux auteurs quand je les ai rencontrés. Parce que après, moi, je vais vouloir, quand je lirai le prochain roman, je vais vouloir imaginer où tu l'as écrit, comment tu l'as écrit. Donc, je demande chaque fois, mais ça, c'est que pour moi. Les autres, ils peuvent écouter, mais ils doivent pas. Mais c'est le petit cadeau, c'est de m'expliquer comment tu écris. Comment, à quel endroit, comment. Alors, pas forcément concrètement. J'ai la chance d'avoir une maison dans laquelle j'ai un bureau. Ah ouais. Donc déjà, j'écris beaucoup dans mon bureau. J'écrivais beaucoup au café. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais dès que je pourrais, je sais. Et donc, directement à l'ordinateur? Directement à l'ordinateur, ouais. Mais j'aime bien être aussi au milieu du mouvement, au milieu pouvoir lever les yeux et voir une scène, avoir des ados qui s'assiedent à côté de moi et pouvoir enlever un écouteur pour écouter ce qu'ils racontent. Oui, pour capter le niveau de langue. Hein. Ouais, et puis parce que pour sentir leurs problématiques aussi, voilà, c'est une autre manière. Je le fais par les rencontres scolaires aussi, par les ateliers d'écriture, mais d'écouter comme ça un peu en secret, on va dire, c'est encore un autre accès. Donc j'aime bien être comme ça au milieu du mouvement aussi. Quand j'écris, et puis moi j'écris beaucoup en voyage accessoirement quand je peux. On a dit j'étais l'hiver dernier en Polynésie et j'ai beaucoup écrit en Polynésie. Et des histoires ancrées pas forcément dans le lieu de voyage ou non, pas forcément du tout. Non, même souvent rarement. Ça arrive que des voyages m'inspirent des histoires, mais ça va être des années plus tard. Ah ouais. Donc non, c'est plus une idée d'être coupé du quotidien. Et donc de pouvoir être
sans interruption dans mon roman, tout en faisant des rencontres, en découvrant des nouveaux lieux, et donc avec un imaginaire en permanence stimulé. Donc c'est plus ça, moi, qui me plaît dans le fait d'écrire ailleurs. C'est cette coupure avec le quotidien. Et là, dans ta tête, là, que je regarde, avec les yeux qui pétillent, il y a beaucoup d'histoires déjà, où il y a une histoire à la fois. Ah ouais, non, il y en a plein. Il y en a plein, il y en a plein. J'en écris généralement une à la fois. En général, je suis en écriture sur 1 ou 2 projets, en correction sur 1, 2, 3 ou 4 projets. Quand même. et en train de réfléchir un peu à la suite, pas très activement, mais il y a toujours des idées qui arrivent. Donc ouais, il y en a pas mal. Donc ça va quoi. J'ai un planning d'écriture bien rempli pour les années à venir. Bien, je pense qu'on en est tous ravis. C'est une très 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 bonne nouvelle. Donc merci Manon. Merci beaucoup. Rentre chez toi et va écrire parce que je vais faire ça. À bientôt. Merci. Au revoir.